MPLA deixou o país num estado verdadeiramente caótico do ponto de vista econômico. Aliás, é o próximo desafio. Le MPLA laisse le pays dans un véritable chaos économique. Le prochain président sera confronté à de grands défis. L'Angola est un pays dans un trou immense. La crise est très profonde, la croissance est faible, l'inflation explose, les déficits publics sont hors de contrôle, la dette publique, les gens le ressentent dans leur vie au quotidien. Déficit público fora do controlo, dívida pública e, portanto, as pessoas sentem isso no seu dia a dia. João Lourenço prometeu milagre économique. João Lourenço promet un miracle économique. Moi, je ne crois pas à ce miracle, mais je crois complètement que nous avons un avenir bien meilleur pour l'Angola et les Angolais, parce que nous avons un potentiel. Nous n'avons besoin que d'une bonne gouvernance. Le MPLA, durant ses 42 ans, n'a pas réussi à mettre en œuvre une bonne gouvernance. Estes 42 anos não conseguiu essa boa governação. O candidato João Lourenço dizia que foi uma missão que lhe foi confiada pelo partido. João Lourenço dit qu'être président, c'est une mission qui lui a été confiée par le parti. Il prend ça comme une mission de son parti et non comme une ambition personnelle. C'est très significatif, ça illustre la manière dont fonctionne le parti MPLA. Les gens pensent que quand on travaille pour l'État, on travaille en fait au nom du parti. C'est le problème en Angola, cette mentalité. Le MPLA, c'est l'État et l'État, c'est le MPLA, ça doit changer. Esta mentalidade de que o MPLA é o Estado e que o Estado é o MPLA e do partido, etc. Temos que fazer isso. O que eu acho que é necessário em Angola é criar ambiente de Ce qui est nécessaire en Angola, c'est créer un environnement favorable aux affaires. L'Angola a tout. Le seul secteur qui est développé en ce moment, c'est le secteur pétrolier. Temos 29 bancos. Todos os outros setores estão inexplorados. Il y a 2 ans, comme chaque matin, Ntabisang Mabuza attendait le bus pour aller au travail. Mais ce jour-là, le chauffeur profite de l'absence d'autres passagers pour l'emmener hors de la ville et la violer. La jeune femme réussit à appeler à l'aide et l'homme est immédiatement interpellé. Malgré des preuves accablantes, sa plainte est finalement classée sans suite. À la radio et à la télé, les campagnes de prévention nous encouragent à porter plainte en cas de viol. Mais quand on va voir la police, ils nous tiennent pour responsables. Parfois, ils dissuadent des victimes de porter plainte en disant que le violeur est leur petit ami. Mabuza et son mari pensent que l'affaire a été étouffée. Ce cas est loin d'être isolé. En Afrique du Sud, moins de 10% des affaires de viol aboutissent à une condamnation devant la justice. Beaucoup de victimes et leurs familles sont frustrées et même désespérées par la situation. Ils ont l'impression de lutter contre un système et pas seulement contre leurs agresseurs. Ils doivent se battre pour que la justice fasse son boulot. Chaque jour dans le pays, près de 150 viols sont recensés en moyenne par la police. En réponse à ce climat angoissant, les cours d'autodéfense pour femmes se multiplient. De son côté, le gouvernement sud-africain veut durcir sa politique. Une 60aine de tribunaux spécialisés dans les infractions sexuelles ont été mis en place. Début août, le ministre de la Police a également lancé une campagne de lutte pour protéger les droits des femmes. Il faut que la population retrouve confiance en la police. Nous devons apporter une solution à ces millions de personnes qui dénoncent l'incapacité de nos forces de police à traiter correctement ce problème. Plus aucune femme ne devrait être renvoyée d'un commissariat sans avoir été entendue. Cette année, plusieurs manifestations ont été organisées suite à des agressions violentes contre des femmes, pour lutter contre le sentiment d'impunité des agresseurs et le silence des victimes qui domine encore largement la société sud-africaine. Vers mi-décembre, on a incendié une baleinière, 2 plutôt, de l'Ange de Jéhovah. Un vedette qu'on avait doté au gouvernement provincial. C'était au port de Macumbi. Après un moment, il y a eu encore des désordres, des tueries de passagers, de nos clients, ainsi de suite. Extraction du diamant au ralenti, ville quasi coupée du monde, risque de pénurie, crise humanitaire, victimes traumatisées. Une année de violence au Kasaï a exacerbé les crises économiques et politiques en République démocratique du Congo. Banaï Ilunga, creuseur qui plonge depuis 11 ans dans les boyaux de la terre pour en arracher les pierres précieuses, grande richesse du Kasaï dans le centre de la RDC, a dû abandonner les sites miniers les plus rentables pour d'autres, plus sûrs mais à très faible rendement.
L'éclat des diamants du Kasaï s'éternit depuis la mort du chef coutumier Jean-Prince Mpandi alias Kamunan Sapo, tué dans un assaut militaire parce qu'il avait défié le président Joseph Kabila. Sa mort a allumé les feux de l'insurrection des rebelles. Bilan d'après l'Église catholique, plus de 3000 morts, dont 2 experts de l'ONU et 1,4 million d'habitants fuyant les atrocités parfois jusqu'en Angola, à quelques dizaines de kilomètres vers le sud. Traversée par la rivière Kasaï qui serpente au milieu des palmiers, Chikapa et son milieu d'habitants vivent comme une ville assiégée et coupée du reste du monde en raison de l'insécurité sur la voie fluviale et les routes. Les autorités tentent, elles, de multiplier les signes d'un retour à la normale depuis un déplacement du président Kabila au Kasaï mi-juin. Dernière annonce en date, les 31 000 Congolais réfugiés en Angola pourront bientôt retraverser la frontière selon des autorités provinciales des 2 pays. Depuis quelques semaines, environ 1400 seraient rentrés volontairement.